Merci Michel. Je reprends ma question qui était dans mon intervention tout à l'heure. Il y a deux éléments dedans. Ce sont des compilations que j'ai pu faire par ailleurs. La diaspora serait heureuse de connaître les motifs de l'échec des dialogues au Togo et savoir quelles sont les conditions à réunir pour participer aux prochaines élections législatives, etc. Et puis, quelle est la préparation des partis politiques? Je propose que Jean-Pierre nous fasse le point sur l'ANC et au but également. Si toutefois il y a des avancées sur ces dialogues qui pourraient amener à des élections transparentes, quel est le travail quelle est la préparation de l'ANC à des élections en cas de dialogue franc et sincère? Parce que dans la question de tout à l'heure, j'avais cru comprendre pourquoi on n'est pas allé au dernier dialogue, c'est le dernier dialogue initié par l'ambassadeur des États-Unis. Mais d'abord, un parti politique, il travaille, il se prépare pour des élections. Donc, on y travaille. Il y a une commission, quand je veux parler de l'ANC, il y a une commission qui examine les investitures. Mais ce travail est un travail souterrain, parce que si vous vous amusez à dire, bon, la commission en place, on va dire, ben, ces gens-là disent qu'ils vont aux élections. Non, ce n'est pas ça. Un parti politique travaille. Et donc, là-dessus, le travail se fait. Il faut être prêt à tout moment. Au cas où. Maintenant, le dialogue. Nous avons dit que participer à des dialogues, pour participer à des dialogues, on n'en veut plus. Aller à des discussions. Moi, je ne veux pas me précipiter autour de la table de discussion parce que je cherche à exister pour participer au prochain gouvernement d'union nationale. Je sais que les gens font ça. Ils aiment bien. Il y a des partis qui participent à des discussions tous les 5 ans et qui n'existent qu'aux discussions. Le PDR participe à des discussions. Un membre de la CENI ne fait aucune conférence de presse, ne fait rien entre 2 élections. Aucune action sur le terrain, mais membre de la CENI. Et les ambassadeurs qui connaissent tout, ils trouvent que c'est parfait, tout ça. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Chercher à nous précipiter autour de la table de discussion pour exister dans le prochain gouvernement d'union nationale. Non. C'est qu'est-ce qui va sortir des discussions et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les discussions soient sérieuses. Donc, on a sorti ce document que vous connaissez, on a mis nos positions là-dedans, la situation est bloquée, et puis arrive un moment, d'abord, le dialogue de l'invitation du 16 novembre. Moi, je n'étais pas là, j'étais en voyage, mais j'étais en contact avec nos collègues. On a dit, bon, écoutez, allez à cette discussion, puisque on nous dit, vous ne voulez pas de discussion. On dit, mais on veut des discussions. Seulement, on ne veut pas aller perdre du temps. Nos collègues sont allés le 16 novembre à cette invitation. Ils ont répondu positivement. Ils sont allés et vous avez vu ce qui s'est passé. On a tenté de leur imposer un ordre du jour. On a tenté de... Et nos collègues se sont levés en disant, un ordre du jour, je crois que tout le monde sait que l'ordre du jour d'une réunion, il y a un projet et puis après on amende selon les préoccupations de chaque participant. Et donc nos collègues sont partis. Et puis, ils ont dit, ah, mais s'ils sont
ils ont lu une déclaration avant de partir, c'est qu'ils sont venus avec l'idée de partir. Ils sont pas... Mais quand vous allez à des discussions, vous prévoyez toutes les situations et vous vous préparez en conséquence. Au cas où nous restons, nous faisons ceci. Au cas où nous partons, nous faisons ceci. Si le RPT ne peut pas comprendre ça, après, il dirige le Togo depuis 50 ans, c'est grave. Et ils ont sorti des déclarations dans lesquelles ils ont marqué que l'opposition n'a pas voulu parce qu'ils ont lu une déclaration à la fin, qu'ils ont préparé la déclaration avant de venir parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir. Puis après, l'ambassadeur des États-Unis a tenté de faire quelque chose pour débloquer la situation. Et dans la semaine, il y a un mercredi, je reçois un coup de téléphone de l'ambassade des États-Unis où on me dit est-ce que vous pourrez être le dimanche à la résidence de l'ambassadeur à 20h? Ouais, le 13 janvier. Alors je dis mais bon, pourquoi 20h? 20h, c'est un peu tard. Certains d'entre nous ont des problèmes de sécurité. Ok, je serai là. Je demande qui sera là. On me dit, il y aura Kodjo Agbeome, Apevon, non, on me dit Adi. Ils ont dit Adi. Je dis bon, je serai là. Le dimanche, je me rends à la réunion, il y a Agbeome Kodjo, Adi, Alphonse Bogo, Apevon, mais il y avait Brigitte Adjamagbo. L'ambassadeur nous tend un document en 11 points, mais il lisait 10. Il dit, bon, qu'est-ce que vous pensez de ces points? Je n'ai pas répondu, j'ai laissé les autres. Puis à un moment, je lui dis, bon, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que pour pouvoir répondre, il faut que je sois d'accord avec la démarche. Or, la démarche ne me convient pas. Donc, je ne peux pas répondre aux questions que vous me posez. La démarche ne me convient pas pour deux raisons. La première raison, c'est que vous passez par perte et profit nos préoccupations concernant comment on appelle ça, les mesures d'apaisement préalables. Les mesures d'apaisement préalables. Il y a les questions des droits de l'homme et la question des 9 députés révoqués de l'Assemblée. Vous nous dites, il y a 10 points à aller discuter, donc c'est qu'on ne parle plus des mesures d'apaisement préalables. Et je le dis, la deuxième raison, c'est que si j'avais envie de répondre à votre question, même je serais bloqué. Parce que dans les 10 points que vous proposez, il manque la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et surtout une institution qui se situe en amont et en aval des élections, c'est la Cour constitutionnelle. Puisque la Cour constitutionnelle valide les élections et valide les candidatures et proclame les résultats. Donc, si les réformes concernant ces institutions ne sont pas, c'est pas compris dans le... Moi, je ne vois pas très bien ce que je ne veux pas répondre. Bon, il dit, c'est pas grave. Je n'en voudrais à personne. Ça veut dire, si vous venez, vous ne voulez pas, tant pis. Je n'en voudrais à personne, je ne critiquerai personne. Bon, on est resté là, on discutait. Les gens, je crois, soit Apevon ou bien Gabriel, qui lui a demandé, mais, comment vous en êtes arrivé à ces points, ces 10 points? Il a dit que c'est les contacts qu'il a eus de manière bilatérale avec chaque composante du groupe. C'est les contacts qui lui ont permis
d'élaborer sa liste. Bon, alors, il a dit il voudrait une réponse pour, on était dimanche, 13 janvier, une réponse pour le lendemain. Moi, je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Contrairement à ce que vous croyez, en ce qui me concerne, je ne suis pas un président de droit divin. J'ai des instances de décision dans le parti. Et je suis persuadé qu'il en est de même pour tous mes collègues qui sont là. Et que je pense qu'il faut au minimum une semaine. Parce qu'il y a les instances de nos partis, il y a les groupes auxquels nous appartenons. Nous appartenons au FRAC. Nous sommes membres, il y a l'ANC, le bureau national de l'ANC, ensuite le FRAC. Je dois partager mes préoccupations avec les autres collègues, puisque Sursaut n'était pas invité, le PSR n'était pas invité. Ensuite, il y a le CST qui doit adopter une position commune et le Arc-en-Ciel qui doit également... Et ensuite, il faut qu'on se mette d'accord entre CST et Arc-en-Ciel pour vous proposer ce que nous voulons. Alors, ça ne va pas prendre, ce n'est pas 24 heures. Bon, il a accepté et on s'est mis. Moi, j'avais la chance, le bureau national de l'ANC, c'est le lundi. Donc, dimanche, lundi, j'ai présenté les choses et nous avons décidé de lui écrire une lettre. Et on lui a écrit une lettre. Le mercredi, j'ai réuni le FRAC pour discuter avec mes collègues. Et comme c'était les partis politiques qui avaient été invités, le vendredi, je lui ai envoyé par mail la réponse. Il a dit, il n'était pas, il a lu le document. Après, il voit notre collègue de Adi, Aimé Gogué, et il lui dit que notre lettre est mauvaise. Ah bon? Notre lettre est mauvaise? Et je dis oui, mais ça, c'est la position du bureau national de l'ANC. Mauvaise ou pas, c'est notre position. Et là-dedans, nous disons qu'on ne peut pas éliminer les mesures d'apaisement préalable. On ne peut pas éliminer le CST des discussions. Le CST. Nous appartenons au CST. Nous ne pouvons pas accepter que des discussions se passent en dehors du CST. Nous disons que c'est le CST qui doit être invité. Et on lui a envoyé la lettre. Non. Après, il a demandé à me voir. Je suis allé le voir et il me dit que voilà, ce qu'il souhaite, il a tracé un cercle. Ce qu'il souhaite, trois cercles. Vous savez, dans les ensembles, quand on fait les ensembles à l'époque, il trace trois cercles. Et alors, il me montre la zone commune aux trois cercles. Il me dit, c'est le diagramme de Venn. Et il me dit, c'est la zone là que je cherche. Et j'étais tenté, il était un peu agressif. J'étais tenté de lui dire, si c'est la zone là, c'est un mauvais objectif. Mais je me suis tué. Parce que, à ma première remarque, il m'a dit, bon, non là, je ne critiquerai personne. Ça veut dire, vous prenez ou vous ne prenez pas. Je ne critiquerai personne, non. Alors, je me suis tué parce que ce point-là, cette zone, le mode de scrutin à 2 tours n'est pas dedans. Hein? Ce que nous cherchons n'est pas dedans. Ça se trouve quelque part ici. Si vous prenez l'ensemble RPT, ça sera quelque part ici, en dehors. Vous prenez le CST, ça sera... Les points que le RPT n'accepte pas ne seront jamais dans cette zone. Bon, après, donc, nous, on n'était pas d'accord. Il a dit, je lui ai dit, on va vous répondre. Et je lui ai encore répondu, en précisant ce que nous voulons.
Après, Monseigneur Bariga rentre dans le jeu à l'initiative de l'ambassadeur. Monseigneur Bariga était à Rome. Quand ils l'ont fait rentrer, il a écourté son séjour de 4 jours, selon ce que j'ai appris. Ils l'ont fait rentrer pour lui vendre l'affaire. Au début, il n'était pas favorable parce que il y avait un point important que j'ai oublié. J'ai demandé à l'ambassadeur, est-ce que la question des incendies sera évoquée lors des discussions? Il m'a dit jamais. Ah bon? Moi je dis, mais les militants de mon parti sont détenus à la gendarmerie. À l'époque, je n'étais accusé de rien, donc je ne pouvais pas lui dire, j'ai dit les militants. Et je lui ai dit, lorsque vous nous avez invités ici le 13 janvier, il y avait M. Kodjo Agbeome. Aujourd'hui, il est à la gendarmerie. Moi, je ne peux pas aller discuter avec Agbeome à la gendarmerie. Il a dit, bon, mais que si on veut évoquer ce problème-là, ça va foutre tout en l'air. Et moi, je lui ai dit, ce n'est pas possible. J'ai appris que Monseigneur Bariga lui a dit que, bon, ça, ce n'est pas bon. Qu'il n'a qu'à accepter la proposition de l'ANC qu'on libère les gens, dont Agbeome, pour qu'on puisse discuter. Il a dit non. Et donc, moi, je dis, il n'y a pas le CST, il n'y a pas le CST, il n'y a pas Agbeome qui est à la gendarmerie. Nous, moi, j'ai dit à Monseigneur Bariga qui m'a invité, j'ai dit, les Blancs, ils ne sont peut-être pas sentimentaux, mais nous, les nègres, on est sentimentaux. Ça n'est pas concevable chez nous qu'une des personnes que vous avez invitées ici soit détenue et que nous puissions discuter. Si vous ne comprenez pas ça, les Blancs sont rationnels, etc., nous, les nègres, on est sentimentaux, on ne peut pas accepter ça. Et Monseigneur Bariga est allé lui dire que c'est ce que j'ai dit ça. Pourtant, il n'a pas accepté. Donc, après, on a appris que, une fois, Monseigneur Bariga souhaite qu'on vienne le voir. Et puis, il nous dit, on apprend que c'était un samedi. Lundi, ils vont discuter. Ah bon, je dis, bon, vous faites ce que vous voulez. Hein? Monseigneur Bariga nous a invités lundi, en présence de l'ambassadeur, pour venir discuter. D'abord, dans l'intervalle, j'ai dit à Zeus d'aller dire à Bariga que c'est ce que l'ambassadeur l'a fait, il ne veut pas voir le CST. Moi, je suis membre du CST, c'est lui le coordinateur. Il faut qu'il demande à Bariga comment l'ambassadeur prend une initiative. Et le CST qui, depuis 1 an, organise des manifestations, est exclu de discussion. Et l'ambassadeur, il a ajouté ceci. À moi, il a dit, le CST, je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est ni un poisson, ni un oiseau. Alors, j'ai dit ça à Bariga. Et donc, lundi matin, quand il nous a invités, il était là, l'ambassadeur et Monseigneur Bariga. Au début, il a dit qu'il tient à présenter des excuses. L'Américain, bon, on a mal compris ce qu'il voulait dire. qu'il ne sait pas si le CST est un poisson ou un oiseau, mais que c'est une traduction de l'américain. Non, c'est faux. Il me prend pour son arrière-petit-fils, mais c'est faux. J'ai bien compris ce qu'il veut dire. Il dit que le CST est constitué de sociétés civiles et de trucs, et donc il ne souhaite pas. Mais ce qui est grave, c'est que vous voyez, hein, si vous voulez suivre les gens, vous n'aboutirez à rien. Parce que en 2005, c'est Gilles Dezesquel,
ambassadeurs de l'Union européenne, comme on les appelle aujourd'hui. Avant, ça s'appelait chef de la délégation de la Commission de l'Union européenne au Togo. Maintenant, on les appelle ambassadeurs de l'Union européenne. C'est Gilles Dezesquel qui a introduit le REFAMP et le GF2D dans le débat politique, faisant en sorte que le REFAMP et le GF2D aient signé l'accord de Ouagadougou, l'accord politique global. Et aujourd'hui, lorsque le CST a commencé à se constituer, les ambassadeurs ont invité la société civile. Mais qu'est-ce que vous voulez foutre avec les partis politiques? Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Vous êtes des associations des droits de l'homme, vous ne pouvez pas faire la politique. Ils nous ont dit ça eux-mêmes, qu'ils les ont invités et qu'ils leur ont dit ça. On leur a dit, mais avant d'être association, ils sont des citoyens. Avant de faire de la politique, nous sommes des citoyens. Rien ne nous empêche de nous mettre ensemble pour lutter. Et aujourd'hui, on nous dit, le CST, ce n'est ni un poisson, ni un oiseau, on ne sait pas ce que c'est. Bon, moi je dis, si c'est comme ça, le lundi, on a dit à Monseigneur Bariga et à l'ambassadeur, écoutez, nous pensons que vous allez échouer. Mais, si vous réussissez, tant mieux. Nous serons tous bénéficiaires de votre initiative. Donc, allez-y. Mais nous ne participons pas à ça. Parce que, un, le CST ne peut pas être dedans. Deux, des gens sont détenus. Vous ne voulez pas qu'on en parle là-bas. Fini. Et c'est dommage. C'est dommage que certains de chez nous, je ne veux citer personne, aient pensé qu'il était bon de participer à cela. Parce que, en fait, cette initiative n'est destinée qu'à une seule chose. Montrer que l'ANC dit toujours non. Mais on dit non. Et j'assume. J'assume, ça ne me gêne pas. Parce que vous suivez les gens, vous n'aboutissez à rien. Une fois, j'ai dit à l'ambassadeur de France, il y a quelques années, pas celui-là, le prédécesseur de celui-ci, si on vous suit, il n'y aura jamais d'alternance au Togo. Et je l'affirme encore aujourd'hui. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le et assumez-le. Et assumez-le. Si vous attendez que des gens viennent vous dire ce que vous devez faire pour vous libérer, c'est la première fois que j'aurais vu ça. C'est la première fois que des gens qui ont intérêt à ce que une situation demeure comme ça vous aident à en sortir. Donc, voilà cette affaire de dialogue. On n'est pas des gens, on n'est pas, avant on appelait Khrouchtchev, Mr. Niet. Il disait toujours non, non. On n'est pas des gens on n'est pas opposés à des discussions. Mais on n'est pas non plus, c'est le général de Gaulle qui disait, face à un piège à con, on n'est pas obligé d'y tomber. Donc voilà, nous présenter comme des gens qui disent, je sais, ici, je vous ai dit la dernière fois, on m'a dit à Bruxelles, vous êtes un extrémiste. J'ai dit bravo. C'est vrai que j'ai dit, et j'ai dit souvent à la plage, que Nelson Mandela a écrit dans son bouquin, Un long chemin vers la liberté, c'est l'oppresseur qui détermine la nature de la lutte. Et il a dit, nous avons tout essayé, nous avons tout donné. Après, nous avons compris que lorsque le feu évolue quelque part, on ne l'arrête que par quoi? On ne l'arrête que par le feu. Dans les villages, dans nos villages, qu'est-ce qu'on fait lorsque le feu avance? On creuse un trou, on brûle ici. Un feu, on brûle ici, on brûle les herbes, ici pour que lorsque le feu arrive, il s'arrête là. C'est comme ça que la sagesse africaine arrête le feu par le feu. Mais quand Nelson Mandela l'a dit, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut opposer la violence à la violence. Moi, je ne veux pas opposer la violence à la violence.
Mais nous avons tout essayé. Je ne veux pas faire la violence. Moi, je dis à mon âge, contrairement à ce que vous croyez, je suis vieux. Et je n'ai pas les moyens de faire la violence. Mais je ne suis pas obligé de céder à celui qui veut exercer la violence sur moi. Ce n'est pas parce que je refuse de céder à la violence que je suis un extrémiste. C'est ça. On vous dit, puisqu'ils veulent faire ceci, acceptez. Dès que vous dites non, vous êtes adepte de la violence. C'est ça. Et donc, moi, je dis, ça ne me gêne pas. Voilà, j'ai été un peu long. Si vous permettez, pendant 2 minutes, je vais vous dire les problèmes, la problématique même du dialogue. Le pouvoir togolais agite le dialogue pour faire bien à l'extérieur, pour amuser la galerie internationale. Le pouvoir ne veut pas réellement dialoguer avec nous. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est le 16 novembre. J'ai conduit la délégation du CST le 16 novembre pour aller discuter avec le pouvoir. Nous avons été reçus par le Premier ministre dans son cabinet et il nous a reçus en nous se félicitant d'avoir réussi enfin à mettre tout le monde autour d'une table. Bon, ce jour-là, il n'y avait que l'UFC qui n'était pas là, qui avait dit qu'elle ne voulait pas de dialogue. Bon. En dehors de l'UFC, tout le monde, toute la classe politique était autour de la table. Et il s'est félicité de ça, il nous a remerciés et a dit qu'il était ouvert à toutes les discussions pour résoudre le problème togolais. Moi, j'ai pris la parole pour le remercier également de ses propos, parce que l'invitation qui nous a été faite était une invitation pour venir discuter du processus électoral. Et je l'ai remercié d'avoir ouvert la voie à un véritable dialogue, que nous puissions commencer à discuter des problèmes qui secouent le Togo depuis des années. Dès que j'ai fini de parler, le ministre Diawara, Bawara, qui est ministre de son gouvernement, a pris la parole pour dire « Non, monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas venus ici pour discuter de tous ces problèmes-là. Nous sommes venus discuter uniquement du processus électoral. On ne discutera pas d'autres choses. » J'ai regardé le Premier ministre. Il n'a pas pipé mot. Le ministre Solitoki a pris la parole ensuite, de façon encore plus violente, pratiquement pour réprimander le Premier ministre d'avoir tenu ce langage-là. Et plus tard, le ministre UFC, Elliot Ohin, et le ministre Broum de la CVP, Octave, ont pris la parole également pour refuser qu'il y ait un dialogue autour de la manière dont le Premier ministre voulait dialoguer. Et après eux, le Premier ministre a pris la parole, presque en s'excusant, et en recentrant le débat, en disant qu'on est venu ici pour discuter uniquement du processus électoral. Ça a duré 2h30. Nous étions venus avec plusieurs façons de voir. Et effectivement, nous avons préparé ce dialogue-là. Évidemment. Et au fur et à mesure des discussions, nous avons même modifié le texte que nous avions lu à la fin. Ce n'est pas le texte initial qu'on avait. On l'a modifié par rapport aux discussions qu'on a eues dans la salle. Et lorsque le Premier ministre a dit en fin de compte que lui ne discute pas d'autres choses également, nous avons dit dans ces conditions-là, nous ne savons pas ce que nous venons faire ici. Nous allons nous retirer. À ce moment-là, la délégation s'est levée et à ce moment, le représentant de Arc-en-Ciel, Maître Apévon, a dit quelque chose au Premier ministre qui a retenu mon attention. Je suis resté dans la salle. Il a dit au Premier ministre, bon, maintenant, vous ne voulez pas discuter d'autres choses, des élections. Ok, chiche, discutons des élections. Nous avions adopté il y a quelques mois 29 points,
un document en 29 points de façon consensuelle entre la classe politique. Mais c'est l'ordre du jour, c'est l'ordre de discussion de ces 29 points qui a posé problème et qui a fait capoter le dialogue. Dans ces conditions-là, prenons ce document de 29 points, tirons de ce document de 29 points tout ce qui concerne les élections. Il y en avait 16, il y avait 16 points qui concernent les élections, dont la CENI, dont la HAC, dont la limitation du mandat, dont beaucoup de choses qui concernaient les élections. Et le maître à pouvoir proposer, donc, comme vous voulez qu'on discute des élections, bien, nous allons, retenons ces 16 points, il les a listés, ces 16 points, et débattons-en. C'est encore un ministre qui a pris la parole pour dire non. Et le Premier ministre l'a suivi. Alors, et moi et la cancière, nous étions retirés de la salle. C'est Aoumé le Premier ministre. Ben, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous dire autre chose aussi, pour vous montrer que le gouvernement ne veut pas de dialogue. Au lendemain des manifestations du 12 juin de l'année dernière, les ambassadeurs ayant vu la gravité de la situation et, pour une fois, et l'importance de la mobilisation que nous avons pu obtenir, ont voulu tout faire pour qu'il y ait un dialogue. Ils nous ont vus, nous avons eu une discussion, ils ont fait l'intermédiation et nous avons accepté de dialoguer. La dernière réunion qu'on a eue avec eux, ils ont appelé ça le groupe de contact. Groupe de contact, oui, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne, États-Unis, Union européenne et Nations unies. Et ils nous ont appelés, nous avons discuté ce jour-là dans les locaux de l'ambassade de France jusqu'à 18h. Et on s'était mis d'accord pour aller dialoguer dans la semaine qui va suivre. C'était un mardi. Mais nous avons dit au préalable, les mesures d'apaisement dont Jean-Pierre vient de parler, il faut que le gouvernement montre sa bonne foi. Comment? Nous avons dit, bon, nous avons 53 personnes qui ont été arrêtées, il en reste encore 47 jeunes enfermés. Libérez-les. 2, on a saisi irrégulièrement le matériel que nous voulions utiliser pour la manifestation, les véhicules, les sonos, on a tout saisi. La tribune, tout. Et c'est dans les locaux de la gendarmerie. Il faut nous restituer ces choses. Troisièmement, nous étions mardi. Nous avons programmé une marche le samedi. C'est même un meeting, c'est même pas une marche, un meeting le samedi. Laissez-nous faire le meeting sans réprimer. Et nous verrons, parce que c'était pendant des mois, depuis, on ne faisait que réprimer toute manifestation. Nous avons dit, bon, laissez-nous faire celle-là, et nous verrons que le gouvernement veut bien monter sa bonne volonté pour négocier. L'ambassadeur de France s'est levé, elle a téléphoné au Premier ministre, qui a dit, c'est exact, il va faire tout cela, et la semaine prochaine, on va vous inviter. Nous avons remercié, nous étions partis. Le lendemain matin, le Premier ministre a pris son téléphone et a appelé le ministre de la Justice pour le retrait des poursuites contre les jeunes 47 qui étaient en prison encore. Le Premier ministre, donc, ayant donné les instructions au ministre de la Justice, le ministre de la Justice a appelé le procureur, le parquet, qui a rédigé la réquisition qui doit aller à la prison pour libérer les jeunes. Moi-même, j'ai vu cette réquisition le matin. Je suis allé voir, j'ai vu cette réquisition qu'on a envoyée à la prison, au directeur de la prison et au régisseur. Toutes les formalités de levée d'écrou ont été faites dans la journée. Nous avons même informé les parents de certains qu'on connaissait qu'on allait libérer leurs enfants qui viennent les chercher. À 16h, comme ça se fait d'habitude, on fait l'appel des prisonniers qui devaient libérer. L'appel a été fait à 16h. Donc les 47 étaient dans la cour avec les autres prisonniers qui devaient libérer ce jour-là. Et à 17h, on les fait partir. À 16h45,
débarque à la prison de Lomé le colonel Yotrophée Massina, le directeur de l'ANER, qui n'avait rien à faire dans ce domaine, dans cette affaire-là. Il débarque à la prison et demande qu'est-ce qu'on était en train de faire. On lui a dit que le Premier ministre qu'on a demandé de libérer les jeunes. Il a dit, mais qui a demandé de libérer ces jeunes-là? On lui a dit, c'est le Premier ministre. Il a répondu, qui est le Premier ministre? Et il a donné l'ordre de remettre les jeunes en prison. Et on a remis les jeunes en prison. Malgré l'ordre du ministre de la Justice, malgré l'ordre du Premier ministre, nous dirons du ministre de la Justice parce que le ministre de la Justice est le chef hiérarchique du directeur de la prison et du régisseur. Malgré leur ordre, un colonel est arrivé dans aucune des hiérarchies qui en cause a donné des ordres et on a exécuté ces ordres. Le directeur de la prison était un magistrat. Il a exécuté les ordres du colonel et non les ordres de son ministre. Non, c'est du Premier ministre. Non. Moi, je souhaiterais qu'on oublie même que c'est le Premier ministre qui a donné les ordres, mais c'est le ministre de la Justice qui a donné des ordres, qui a donné les instructions précises. Il n'a pas exécuté ces ordres-là. Il a exécuté les ordres d'un colonel qui est venu verbalement dire dans la ferme de remettre les prisonniers. On les a remis en prison. Et il est reparti. Le Premier ministre, ce soir-là, a été informé, je ne sais pas si vous le savez, il est allé chez Faure Gnassingbé pour refuser, contester. Attendez. Il en a parlé, il n'a pas eu gain de cause. Et c'est pour ça qu'il a remis sa démission immédiatement, il est parti. Il a remis sa démission immédiatement, il est parti. C'est pour vous dire, oui, Humbo, c'est le premier ministre Humbo. Pas Oumé, Oumé ne peut pas remettre sa démission. Non, Oumé, il ne peut pas. C'est pas, non, c'est un serviteur fidèle de Faure Gnassingbé. Il ne peut pas remettre sa démission. Donc, le premier ministre Humbo a eu quand même le courage et l'honneur de dire non. Dans ces conditions-là, je m'en vais. Il a envoyé sa démission immédiatement. Il a envoyé à la télévision togolaise qui était en plein journal télévisé. Le directeur de la télévision a été obligé d'arrêter le journal pour venir lire le communiqué du Premier ministre disant, parce qu'on dit coup de théâtre, le Premier ministre de sa démission, il a lu le communiqué du Premier ministre disant qu'il partait. Et le Humbo est parti le lendemain. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pour vous dire que le gouvernement togolais, Faure Gnassingbé, ne veut pas dialoguer, point barre. Bien. Or, nous exigeons un dialogue. Et nous disons, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de solution à la crise togolaise. La crise ne se fera que s'exacerber. Parce que nous ne voulons plus qu'il y ait, pour des élections, 1114 morts, comme on a vu en 2005. Nous ne voulons plus ça. Moi, je suis un combattant des droits de l'homme. Je ne supporte pas de voir des gens tués parce qu'il y a eu des élections. On refuse. Or, la seule solution pour qu'on ne puisse plus tuer pour des élections, c'est qu'il y ait un consensus national pour aller. Si on ne fait pas attention, nous voulons utiliser tous les moyens possibles légaux. Parce que la condition, les textes nous donnent des moyens assez vastes pour pouvoir combattre et empêcher les élections. Mais il se peut que ces moyens ne soient pas suffisants pour certains et que nous soyons débordés par d'autres qui utiliseront d'autres moyens. J'ai dit ça de façon claire aux autorités françaises. J'ai dit ça de façon claire à l'Union européenne, à Bruxelles. Si on ne veut pas trouver des solutions immédiates par un dialogue, on se fera peut-être déborder demain ou sous peu. Je vous remercie. Très bien. Je pense que tout a été largement et abondamment dit donc sur, en tout cas, le prochain dialogue ou tout ce qui a été
comme élément ayant contribué à l'échec donc, du dialogue que nous voulons. Je voulais vous dire que si tous les dialogues précédents ont échoué, c'est parce que donc, le pouvoir s'en servait donc, comme une façon donc, de légitimer la fraude. Donc quand on fraude, on ouvre un dialogue. Ensuite, le pouvoir s'en sert également comme des signaux donc, à donner à la communauté internationale, comme quoi donc, on s'intéresse, on veut intégrer les préoccupations de l'opposition. Donc, en tout cas, les précédents dialogues qui ont échoué, je dirais que c'est des marchés de dupes. Donc, le pouvoir donne l'illusion de faire l'ouverture. L'opposition aussi commence par espérer que, cette fois-ci, ils sont habités par la sagesse. Et quand tout se termine, le EPT continue de gouverner, l'opposition s'oppose et la communauté internationale prend acte.